qu'est-ce qu'on est content d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk tous les jours à partir de 18h30. Nous sommes chez vous à la maison, vous nous regardez. Eh bien, selon la taille de vos écrans, qu'ils soient petits ou grands, eh bien, à la maison ou avec vos téléphones, ben, vous nous regardez, ça nous fait plaisir. Merci de nous accueillir chez vous parce que nous vous accueillons sur notre nouveau plateau plutôt temporaire parce que, on vous l'a dit depuis hier, nous sommes en préparation de notre passage à la HD. Donc, nos studios sont en train d'être préparés pour la circonstance. Il y a avec moi, Madame Bleu. Vous avez fait votre regard vers le haut, Madame Bleu. Qu'est-ce qui signifiait? Quand vous avez des grands, jolis yeux, on les regarde. Je teste la rotation de mes yeux, tu sais. Wow. J'ai tellement de grands yeux. Vous testez la rotation de vos yeux. Exactement. Sur l'échelle d'Aïcha Koné. tu as tout, oui. Je suis comme ça, je suis un animateur intelligent. C'est ça. C'est mon idole aussi. C'est vrai, elle fait de la rotation. Mon idole des grands yeux. Mais vous avez de magnifiques yeux. Merci, c'est gentil. Ouais, je me demande ce que vous ne voyez pas. Beaucoup de choses. Sans mes lunettes. C'est vrai. Je sais ce qu'on va vous voler. Vous enlevez les lunettes. Il y a en face de vous, Monsieur Alain Toussaint. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Ah oui, je suis en face d'elle, oui. Exactement. Je vais bien, vous-même? Vous êtes fort en mathématiques. Ouais, on se souvient de votre célèbre formule E égale M6. Non, MC2. MC2, d'accord. Ouais. Ça s'appelle comment ça? Un axe diagonal? Oui, c'est ça, juste en face de moi, oui. Très bien. C'est le seul cours que j'avais compris d'ailleurs quand j'étais en maths à l'école. Daouda, bonsoir, comment allez-vous, Votre Majesté? Je vais très bien, Brice. Et toi, comment tu vas? Ça va. Ouais. Waouh, vous avez tous les accessoires. Hein? Oui. Ce soir, vous êtes un dandy. On a juste la montre. On a juste et au passage, j'avoue que c'est un cadeau de Brice. Et que je vous n'allez pas le redire tout le temps. Ça oui. Ça me gêne. Tu sais, ma grand-mère m'a dit, oui. À l'image de quelqu'un qui disait, mon grand-père m'a dit, quand quelqu'un te fait un cadeau, on ne finit jamais de dire merci. Parce qu'un don n'est jamais fini. Il n'est jamais petit aussi. Ah oui, d'accord. Il est toujours grand. Moi, la mienne me disait, quand quelqu'un te fait un cadeau, eh bien, tu peux lui en faire aussi. Mais je pense que je t'en ai offert. Si, c'est vrai, j'ai une tenue de chef, là, ça c'est à toi. Chaque fois que je vois, je sens ma royauté être célébrée. Le roi de tout. Et puis, j'avoue, il y a quelques années, c'était quelqu'un d'autre. Mais là, je crois que ça a changé. Par les bons soins de Connie. Vous savez de quoi je parle, Madame Bleu. Ma préférée sur ce plateau ce soir, c'est Isabelle Beaufort. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Bonsoir Brice, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Ben voilà, c'est ça, il y a ça. Bonsoir chez vous. Je valide. Mais c'est juste pour le bonsoir chez vous que c'est ma préférée. C'est ça. Voilà, personne ne le dit, elle se le dit, donc du coup, elle a une place de choix dans mon cœur. Isabelle, vous allez bien? Super. Bien votre week-end? Génial. Ouais. Je suis de tous les autres. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait le week-end? Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je sais plus, je crois que j'étais à San Pedro, un truc du genre. Ah, c'est vrai? Mais j'ai pas envie d'épiloguer dessus. Sur San Pedro. Ouais. Bon, moi, j'étais à Grand Laou, mais je vais juste parler de la route. Surtout à partir de Dabou, il y a des travaux. Donc, on roule en une voie de... C'est ça, tout à fait. Mais après, ça roule bien. Ouais, ça roule super bien. Quelqu'un m'a dit, et ça fait ma révision, quelqu'un m'a dit que le nouveau goudron, que le goudron actuel, pourrait être à la base de certains accidents de la circulation. En estimant que le goudron semble trop lisse et que cela pourrait... Voilà, c'est ça. C'est un expert qui a dit ça? C'est un expert dans son quartier? Non. Parce que le goudron lisse, comment il sait que le goudron il est lisse? Non mais en fait, c'est juste que quand tu veux voyager, il faut avoir de très bonnes pneumatiques. C'est tout. Et moi, il y a un expert du fait qui m'a dit sur l'autoroute du Nord... Qui change vraiment de l'expert de mon quartier. Voilà, qui a dit que les 3/4 des accidents sur l'autoroute du Nord, c'est des problèmes de pneumatiques. C'est tout. Frein. Voilà, parce que déjà, dès l'instant que tu as à 120, 160, 180 et autres, que tu n'as pas de bonnes pneumatiques, quand tu as un problème pour freiner, ça devient problématique. Mais ça, ce n'est même pas une question problématique de pneumatique, c'est une question d'intelligence TIC. Parce que vous n'avez pas de bons pneus et c'est vous qui partez à 120, à 130. Voilà. Il y a juste un petit côté de bon sens quand même dans l'histoire. Moi, je fais 4 heures quand même pour aller à Yamoussoukro. 4 heures, ouais. Tout le monde m'a dit, ouais, pourquoi? Non, en 2 heures, il y en a qui te disent... Abidjan, Yamoussoukro, 4 heures. Non, 3 heures maximum. Non, sûrement parce qu'il s'arrête beaucoup. Non, c'est peut-être parce que je roule à 60, 70. Non, Brice, tu es un danger sur l'autoroute du Nord. Pourquoi? Non, parce que sur l'autoroute, c'est 90. 90? Je peux aller jusqu'à 90? Oui. Ah, je ne savais pas. Non, mais... tu vas perdre tes points. Oui. Pour excès de lenteur. Ah oui, c'est vrai, la tortue. Non, j'ai vraiment le principe de rouler lentement. Moi, je me dis. Mais après, quelqu'un a dit, la route est moins longue au volant d'un Range Rover. C'est Games qui dit ça. Et tu as un Range Rover? Pas encore, et je peux vous l'assurer que j'aurai très très bientôt. Bien sûr. Ça me fait penser à une pub. Croit. Je l'aurai.
Je l'aurai un jour. Ah oui, j'adore. Mais j'ai oublié, c'est quoi la marque? Non, je ne veux pas dire ça. Non, mais de toute façon, on l'a pas ici, donc ça y est, on peut en parler. C'est la MAF. La marque, C'est on ça, peut faire. c'est ça. Vous avez travaillé de l'autre côté, vous. Hein. C'est ça. C'est ça, parce que là-bas, vous faites juste une indication en tournant vers la pharmacie de la droite. On dit, oh, monsieur, pas de publicité, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que je vous dis? C'est la vieille télé, comprenez. Bon, allez, nous, on va évoquer, hein, après ma grande révision, et bien le point. Dans ma grande révision, le point Simone Gbagbo, bien, qui sort un livre, son intitulé, eh bien, pour être sûr, du sous-sol de la République à la restauration. On imagine bien qu'à travers cet ouvrage, Simone Gbagbo parle de ses années d'incarcération. Du sous-sol à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a une idée du livre? Non, je pense que c'est son deuxième du genre, parce que lorsqu'elle était sortie de prison, elle avait sorti un livre qui s'appelait « Ma sortie de prison », où elle rendait témoignage, les gens qui l'ont reçu, tout et tout. Après, je pense que la sortie de ce livre-là s'inscrit dans la droite ligne. Après avoir raconté sa sortie de prison, maintenant, elle va parler de sa restauration. Mais même mieux de son incarcération. Voilà, du sous-sol, je pense que ça parle de cette période sombre qu'elle a dû vivre. De son histoire, depuis Oudéné jusqu'à Abidjan et autres, franchement. J'avoue que c'est une femme qui est trempée de foi, qui est beaucoup dans la religion. Je pense que c'est un livre même que j'ai vu hier dans un supermarché. Je voulais acheter, mais je n'ai pas eu assez d'argent. Mais ce soir, j'ai de l'argent, je vais l'acheter. Après, je comprenais ce qu'il y a comme message subliminal dans ce que vous venez de faire. Moi aussi, j'ai compris. Vous avez compris? Alain, qu'est-ce que Madame Simone Gbagbo exprime donc, à travers cet ouvrage? Il y a une forme de ressenti? Non, je pense que c'est un témoignage qu'elle apporte sur ce qu'elle a vécu déjà au moment de la crise post-électorale et puis la période de son incarcération qui a été une véritable traversée du désert. Et qui a aussi la conduite à une sorte de mise à l'épreuve de sa foi. Parce que Simone est croyante et je pense que durant les années où elle a été incarcérée, elle s'en est pleinement et entièrement remise à Dieu jusqu'à ce qu'elle soit libérée et amnistiée par le président Ouattara. Et aujourd'hui, c'est une autre vie qui commence pour elle, débarrassée de tous ces oripeaux de la femme extrémiste qui lui collait à la peau. Et aujourd'hui, elle entame une nouvelle carrière politique. Et je pense que ce livre est aussi une forme d'encouragement pour la nouvelle génération, voilà, à faire de la politique, mais à faire de la politique en essayant de préserver la cohésion sociale et la paix. L'utilisation de certains termes, on en parlait tout à l'heure, restauration en général, c'est très lié, c'est très proche, ces termes en tout cas, très proche de la religion, du sous-sol de la République. Il faut qu'on en parle un tout petit peu. Qu'est-ce que ça évoque quand vous, avant d'avoir lu le livre, quand vous voyez un titre du sous-sol de la République? Je pense que c'est, en même temps, c'est une figure de style, mais en même temps, c'est la réalité. Le sous-sol, c'est le bunker. Ce qui s'est passé pendant cette période, pendant la crise post-électorale aussi. Oui, bien sûr, le sous-sol de la République. Donc, sortir du bunker et passer à cette étape d'incarcération et être donc complètement brisée, parce qu'on parle d'une femme qui a été brisée, qui a vu sa vie complètement basculer, et ensuite les années de prison. Et ensuite, il y a aussi ce nouveau coup. Peut-être que pendant cette incarcération, elle savait tout ce qui se passait aussi au niveau de La Haye, avec son époux qui était également incarcéré. Peut-être qu'elle a dû découvrir des choses auxquelles elle ne s'attendait pas forcément, apprendre des informations qui auraient pu également la briser pendant cette période. Donc, je pense que le sous-sol de la République représente toute cette étape de sa vie à un moment donné. Et malheureusement, et aussi, on a eu sa vie conjugale qui a été exposée donc, il y a moins d'une année. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette étape de réconciliation, ce nouveau parti politique également, le mouvement des générations capables qu'elle a créé avec ces femmes, cette reconversion, même pas une reconversion politique parce que c'était déjà un animal politique, mais déjà cette grâce. Elle revient à niveau. Elle revient à niveau, elle revient encore plus forte, en tout cas on le voit hein, dans l'image, même la photo même de couverture du livre, on sent une femme rayonnante, une femme qui sourit de nouveau à la vie, même si elle a subi des humiliations.
elle a été brisée, mais elle sourit maintenant à la vie. Et comme c'est une intellectuelle, c'est une grande intellectuelle qui a l'habitude de laisser des traces en tant que femme politique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes politiques qui laissent des traces comme elle le fait. C'est son troisième ouvrage depuis son deuxième ouvrage depuis sa sortie de prison. Et elle laisse encore des traces pour raconter le récit de cette période qu'elle a vécue, cette période difficile qu'elle a vécue, et donner de l'espoir aussi. Isabelle, il y a une forme de résilience, mais extraordinaire chez cette dame. Oui, et j'allais le dire, je suis très admirative en tout cas de sa résilience, parce que je ne vois pas ce qu'elle n'a pas subi, quelle humiliation elle n'a pas vécue, quelle mauvaise parole elle n'a pas entendue. Aujourd'hui, elle revient donc au devant de la scène avec un nouveau parti politique plus forte que jamais, et j'aimerais vraiment m'attarder un peu sur, parce que moi je suis beaucoup dans la symbolique. Déjà le pagne qu'elle porte, femme capable, ensuite la couverture même du livre, les yeux levés vers le ciel, donc on sent en fait une certaine forme de rédemption, de restauration comme elle le dit, et en plus le livre sort le 8 mars en librairie, donc le jour de la journée internationale des droits des femmes, donc encore une symbolique forte pour la femme qu'elle incarne aujourd'hui. Et ce grand sourire-là, pour dire oui, voilà. que malgré tout, je reste la tête haute. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Wow. Du sous-sol de la République à la Restauration, mon cher Daouda, je vous ai dit, hein, vous avez tenté d'acheter le livre, vous n'avez pas pu. Après, on a su avec combien de francs vous vous baladiez dans la ville. Parce qu'on a su que le livre ne coûte que 10 000. Il n'a pas pu. Il allait faire ses courses. Voilà, il n'avait pas d'argent sur place. Voilà, il n'en avait plus suffisamment. Vous êtes chanceux d'avoir deux femmes qui vous défendent. Mais tu sais, bizarrement, le titre me fait penser à un autre. Bizarrement, quand tu fais une transposition, ça ressemble légèrement à celui de Blé Goudé. De l'enfer, je reviendrai. Tu vois un peu? Ils ont vécu le même parcours. Voilà, le même parcours. Il y a aussi son époux, Laurent Gbagbo, qui a aussi sorti Pour la vérité et la justice, étant en prison, qu'il a coécrit avec François Mattei. Je pense que... Moi, je trouve que le premier se rapproche beaucoup plus que le deuxième. Oui. Celui de Charles Bégoudé. Celui de Charles Bégoudé, oui. Mais De après, l'enfer, je reviendrai. ouais. Et du coup, quand tu regardes du sous-sol de la République à la Restauration, ça se ressemble un peu quand même. Très bien. Il y a toujours des références bibliques, l'enfer, la restauration. Oui, c'est une grande dame de foi, comme tu l'as dit. Voilà. D'ailleurs, je pense que la foi l'aura beaucoup aidé à surmonter un bon nombre d'épreuves. Et c'est une Simone Gbagbo que nous pourrions qualifier de phénix, qui renaît de ses cendres. Ouais. Très bien, les amis, on va évoquer à présent le point football. Bon, allez, l'autre nouvelle, c'est que les Lions de la Teranga des moins de 20 ans donc viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations U20. J'ai même envie de me poser une question. Comment font-ils? C'est le travail. Très bien. Le Sénégal travaille. Et je pense que ces 5-6 dernières années, les responsables du football sénégalais, les clubs sénégalais et les joueurs eux-mêmes se sont vraiment mis au travail parce que gagner toutes les compétitions, à la fois la CAN, le CHAN, ensuite maintenant les moins de 20 ans, cela montre quand même que c'est le résultat de la somme du travail. Ça peut pas être du hasard, quoi. Il n'y a pas de hasard. Et donc, déjà pour 2024, nous devions prêter attention au Sénégal pour la CAN que nous devons accueillir. Et c'est aussi un signal, mettons-nous au travail, parce que jusqu'à présent, on a des sélections qui font piètre figure à chacune des compétitions auxquelles elles participent. Et je pense que ce serait plutôt bien de regarder du côté du Sénégal et de s'en inspirer. Vous savez, je n'en parle pas trop parce que vous n'êtes pas très foot. Tu sais déjà. Ça serait bien. Mais bon, je suis quand même contente que, voilà, que le Sénégal ait gagné parce que bon, c'est un pays de cœur. Moi-même, j'ai vécu là-bas pendant 3 ans, donc voilà. Vous avez l'impression que c'est un peu la Côte d'Ivoire qui a gagné. Voilà, c'est ça. Ça se cette victoire. Exactement, qu'est-ce que vous voulez. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout qu'on devrait s'en inspirer. Hein. Moi, je pense qu'on devrait regarder de très très près, Alain en parlait tout à l'heure, le modèle de réussite quand même sénégalais pour essayer d'en tirer les leçons. Et on peut être sûr que pour l'échéance à venir qui est la CAN. Qui est très proche, ouais. Je pense que si la Côte d'Ivoire s'inspire véritablement du Sénégal, on pourra gagner parce que
au-delà de ce qui a été dit, il faut dire que le football local sénégalais est très suivi par les gens. Il y a beaucoup d'émulation au sein de ce football-là. Raison pour laquelle, déjà, quand on regarde la CHAN, où le CHAN, où c'est les joueurs locaux qui vont en compétition, arriver au sommet de l'Afrique, franchement, ça veut dire que le football local est très, très, très prisé par les gens et on y met beaucoup d'efforts. C'est le lieu pour nous aussi en Côte d'Ivoire parce qu'on a eu ça à un certain moment en Côte d'Ivoire ici avec comment on appelle ça? L'Académie Mimo Sifcom avec les Zézetou, les Kolos. Les Kolos, c'est la génération après. Les Yaya, c'est la troisième génération. Baki connaît. Baki, Aruna Dendane. Il y avait quelque chose, mais depuis un certain temps en Côte d'Ivoire, le football n'est pas vraiment suivi par les gens. Bon, on essaie, toi et moi, d'aller au stade, supporter nos équipes, même si vous êtes encore en D2. Oui, non, mais en ce moment, je tiens quand même à le dire. L'Africa Sport National, qui est mon club de cœur, traverse des moments difficiles. Non, mon souhait, c'est que l'Africa... mon souhait aujourd'hui, c'est que la fédération prenne un arrêté, un décret pour faire venir l'Africa en D1. Merci, voilà. Merci beaucoup. Il y aura une saine émulation. Oui, c'est ça, oui. Parce que pour le spectacle, en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Pour le football, je ne sais pas même. Ils sont allés jusqu'à nous accuser de l'Africa Sport d'avoir volé des maillots. Oui, en 2016, non? En 2016, non? Oui. Des serviettes. Des serviettes, en Égypte. En Égypte. Non, ils n'ont pas volé, ils ont juste emprunté, je pense. Emprunté les serviettes de l'hôtel? Oui. Non, à l'époque, on pouvait se lever et puis prendre les serviettes pour partir. Quand vous allez dans un hôtel, vous allez prendre les serviettes pour partir. Ça, à un moment, ça arrive. Nous tous, on l'a fait ici une fois. Non, toi, tu l'as fait peut-être. Oui, bon, je le connais, je l'ai vu. C'était pas du vol, c'était un emprunt. Parce que quand je suis reparti, je leur ai redonné leurs serviettes. Ça s'est retrouvé dans les bagages des têtes. Mais quelqu'un a réussi à ressortir ça. Ça prouve toute la haine. Les gens ont contre ce club. On a eu une explication. Les dirigeants de l'Africa à l'époque ont expliqué que, selon eux, les Égyptiens étant un peu racistes, entre guillemets, ça, à l'époque, on l'a vécu. Voilà, et les serviettes auraient fini à la poubelle puisqu'elles ont été utilisées par des Noirs. Donc, partant de cela, ils ont préféré partir avec les serviettes. Voilà, c'est ça. C'était le symbole de la résistance. Voilà, c'est ça. Allez. Mais bon, franchement, l'Africa, toujours dans la justification. Mais Dieu. Un jour, ça va aller. Je crois que c'est Assalfo qui a publié cette info en taguant Siro. Exactement, non, Yodé, il y a une forme de rivalité entre supporters. Ouais, en tout cas. Pour revenir rapidement au Sénégal, il y a aussi cette fierté nationale. Quand tu as fait le Sénégal, tu le sens même chez le Sénégalais, ils sont fiers. Déjà, mais en même temps, je prends. La fierté est liée même. Attends, vous parlez de leur équipe? Non, pas de l'équipe, même en général, même de la mentalité même du peuple sénégalais. Vous pensez que c'est plus exacerbé qu'en Côte d'Ivoire? Non, je vais définir en fait. Terminé. Il y a déjà cette fierté. On a cette fierté aussi d'être ivoirien. On le brandit partout où on va et tout, on le sent. Mais je pense que c'est différent. En tout cas, pour avoir côtoyé des Sénégalais, avoir travaillé avec des Sénégalais, je pense que c'est différent également. Et on le constate aussi dans l'équipe nationale. C'est vrai que la moitié, ce sont des joueurs locaux et la moitié également donc, des joueurs binationaux. Mais derrière, il y a tout le travail de la fédération donc, sénégalaise de football, la FSF, mais également le gouvernement qui a énormément mis d'argent pour que les joueurs soient dans de bonnes conditions, mais également les clubs. Quand je parle de clubs, plutôt des centres de formation, il y a de plus en plus de centres de formation de bonne qualité qui forment également de très bons joueurs qui restent au plan local, même si certains sont vendus à l'extérieur, mais qui restent et qui reviennent pour jouer en fait. Donc cette victoire ne m'étonne pas parce que le Sénégal a compris que le football est un enjeu national, mais aussi un enjeu continental, parce qu'on parle de diplomatie sportive et c'est par ça que ça commence. Et en plus, les équipes féminines aussi sont en train de venir au devant de la scène. Dernièrement, leur équipe féminine a atteint la demi-finale donc de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Je pense que nous, notre équipe, je ne sais pas où on en est au niveau des résultats, mais on a énormément de travail, de boulot à faire parce que, et enchaîner le CHAN et la CAN, le CHAN également,
je pense qu'il fallait le faire. Franchement, Très bien. chapeau à eux. Très bien. Il y a du Voilà. boulot. Très bien. Je crois qu'il y a les fans du Sénégal dans l'âme ici sur ce plateau. Oui, et puis bon, leurs joueurs sont des nationaux aussi. Ça, Bon, je oui. pense que, Alors voilà, justement, il je faut lis un qu'on message pense sur le à- page des aux réseaux nationaux. sociaux. Quelqu'un nous dit, oui, il gagne les matchs parce que de temps en temps, il se parle en Wolof et l'adversaire ne comprend pas. Puis chez nous, tout le monde parle français. Hein. Alors que non, est-ce que tu peux faire la passe de l'autre côté? En même temps, quand quelque chose te réussit, tout est réussi. Quand c'est ton heure, c'est Voilà, c'est ton ton heure. heure. également. C'est ce qui s'est passé avec Africa. C'est Quand ton rien ne heure nous également. réussit, eh bien, rien ne nous réussit. Et ça, je le note bien. Bon, un autre sujet. Bravo, bravo donc aux Lions, aux Lionceaux, aux Lions, enfin à toute la... Voilà. À la famille des lions. Exactement. Vous rugissez bien et on espère que ça va s'arrêter. En Oui, 2024. parce que Voilà. le lion, c'est le roi de la jungle. Hein. Face à l'éléphant, il faut qu'on en discute. Donc il y a vraiment un débat à faire. Exactement, et ça va se jouer en Côte d'Ivoire ici. Quant aux autres, il y a d'autres lions qui seront logés. On va les loger, dit-on. Bon, on va changer de pays. On va évoquer la question de la Turquie. Vous le savez, la Turquie a connu donc un tremblement de terre, mais meurtrier. Et la Côte d'Ivoire, dans un élan de solidarité, à travers donc le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration, a souhaité donc apporter sa compassion suite au séisme, j'en parlais, à la Turquie, à travers un don donc d'1 million de dollars, c'est soit 618 millions de francs CFA. Sauf que ce don, mon cher Daouda, ne met pas tout le monde d'accord. Bon, tu sais, un don ne peut pas mettre forcément tout le monde d'accord, mais moi, j'estime que c'est un bon geste qui a été posé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Affaires étrangères, dans la mesure où la Turquie et la Côte d'Ivoire ont de très bons rapports au niveau diplomatique. Même en termes de, comment on appelle ça, de commerce, de transactions, ils font partie de nos partenaires. Donc, quand un drame frappe un pays où il y a eu plus de 50 000 morts, je pense que le bon sens voudrait qu'on vienne en aide à ce dernier-là. Et c'est pour cette raison justement qu'un pays comme le Sénégal, eux, à défaut d'envoyer de l'argent, ils ont envoyé leurs pompiers à bord de leur avion qu'ils ont financé. Donc tout ça, c'est de l'argent. J'avoue que ceux qui s'en plaignent, j'entends leur point, mais moi je suis d'accord pour ce don à l'endroit de la Turquie. Quelqu'un est-il d'accord ou pas? Enfin, pas Oui, d'accord. moi je partage un peu l'avis de Daouda. Après, je peux comprendre aussi que ça intervient dans un moment où on parle de vie chère, où vraiment, voilà, beaucoup de populations ici se plaignent, par exemple, de la montée du prix du carburant, etc., etc. Donc, on se demande, est-ce que la Côte d'Ivoire est suffisamment solide pour pouvoir faire un don de ce montant-là, par exemple, à la Turquie? Bon, soit. Mais aujourd'hui, on est bien d'accord que quand on prend la côtière Abidjan-San Pedro, on est content parce qu'aujourd'hui, elle roule super bien. Mais il faut savoir que c'est grâce à la Turquie, par exemple. Une partie. Hein. Oui, une partie grâce à la Turquie. Donc, en fait, on a C'est-à-dire c'est-à-dire que l'accord a été signé en 2016. Oui, ce n'est pas de l'argent gratuit non plus. Non, ce n'est pas gratuit, Ben, mais ben, on a eu quand même leur expertise. Je veux dire, c'est une collaboration. Mais Alain, mais j'ai envie de dire, je comprends bien votre point là, mais même quand quelqu'un accepte de vous faire un prêt, je crois qu'à un moment donné, c'est aussi salutaire aussi. Exactement, c'est Non, ça. non, Mais après, vous allez rebondir. Non seulement il y a la technique, mais aussi, si on veut parler même des accords de partenariat, toutes les formations en BTP qui se font en Côte d'Ivoire, la plupart du temps, c'est avec la Turquie parce qu'on connaît leur expertise en la matière. Voilà, donc moi, je pense que c'est salutaire de le faire. On ne va pas toujours être un pays qui va que recevoir, mais il faut aussi qu'on apprenne à donner parce que c'est en donnant qu'on reçoit aussi. Donc, quand on veut s'inscrire dans le concert des nations, comme on le dit, il faut qu'on joue pleinement le rôle d'un État souverain et qui vient en aide donc à d'autres États. Et après ce qu'on entend hein, des personnes qui ne partagent pas forcément, qui ne sont pas d'accord avec le don, eh bien non, on a beaucoup de problèmes ici, et bien quand ça en donnait l'argent, cet argent aurait pu régler certains problèmes ici. En même temps, Madame Bleu, il y a une bonne communauté d'Ivoiriens, de ressortissants donc ivoiriens en Turquie. Quand on sait que ce drame a coûté quand même plus de 50 000 vies à la Turquie de toute nationalité. C'était pas seulement qu'à la Turquie, ouais. Voilà, par la Turquie. On a vu, il y a le joueur ghanéen, là. La Syrie. Ben, ce qu'on veut dire, c'est 618 millions de francs CFA. Qu'est-ce que ça représente? C'est vrai qu'on va dire qu'on va estimer que ça peut résoudre des problèmes, mais 618 millions ne pourraient pas résoudre l'ensemble des problèmes des Ivoiriens. Moi, je considère que c'est un geste symbolique. Un geste symbolique. Bon, vous avez parlé des relations économiques. Mais au-delà, c'est une solidarité humaine. Oui, c'est une solidarité humaine. C'est un geste symbolique. Et puis, bon,
C'est le ministère des Affaires étrangères qui fait le don donc, au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est un geste symbolique. D'autres nations, d'autres pays ont apporté leur assistance différemment avec la mobilisation de sauveteurs ou d'utilisation de technologies pour permettre de retrouver les disparus. Maintenant, moi je me mets aussi à la place des Ivoiriens. On parle de réalité, on parle de vie chère, on parle de difficultés. C'est vrai que ce geste, ils peuvent ne pas le percevoir de la meilleure des manières parce qu'on est dans un contexte assez difficile. Peut-être que si le don avait été fait directement à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Turquie pour permettre aux populations ivoiriennes, en tout cas aux ressortissants ivoiriens qui y sont, de bénéficier d'une assistance économique et tout, peut-être que ça aurait été perçu différemment, en fait. Donc, moi, je suis ministre. À la place du ministre, c'est un geste normal. Je veux dire, des institutions, c'est tout à fait normal entre États d'avoir ce type de relation et de le personnifier à travers un don. Mais peut-être que pour l'opinion publique, ça aurait été différent. C'est une partie de l'opinion publique. Une partie de l'opinion publique, ça aurait été différent si le don avait été fait directement en fait, aux populations. Voilà, la non, forme, en ça, fait. moi, je pense que c'est même au-delà de question de communication, c'est une question de perception. Moi, je pense. Vivant en Turquie, qui vont recevoir de l'aide financière pour pouvoir se reconstruire, trouver un logement, parce que tout a été détruit dans les zones où elles ont été touchées par ce double séisme, pouvoir trouver un logement, pouvoir s'abriter et pouvoir reprendre une nouvelle vie. Mais après, je ne vous ai pas entendu sur la question, allez-y. Oui, enfin, moi je pense que c'est le principe de solidarité. Hein. Voilà, 1 million de dollars, excusez-moi, ce n'est pas grand-chose. Oui. La Turquie est un partenaire important pour la Côte d'Ivoire. Je pense que le pays fait partie du top 15 des pays qui investissent chez nous. En 2020-2021, c'est environ 240 millions de dollars d'investissement turc en Côte d'Ivoire. Et les relations, ça fait bientôt 25 ans exactement, depuis 1998, que les pays ont noué une relation. On a ouvert une ambassade en 2009, je pense, à Ankara. Donc c'est important. Moi, je ne sais pas qui a lancé la polémique du million de dollars donné à la Turquie. C'est vraiment même pas une goutte d'eau dans la mer, c'est pas grand-chose. Je pense que c'est juste un symbole, comme Edith l'a indiqué, et c'est important que la Côte d'Ivoire, qui est un pays quand même stratégique dans la sous-région, puisse être aux côtés d'un de ses partenaires comme la Turquie. Moi, je vois de nombreux pays qui sont victimes de séismes, où il y a des catastrophes, et la Turquie dépêche des avions, bien sûr. apporte son aide et son expertise. Son expertise. Et je vais même plus loin. Vous me direz, Alain, vous qui avez la tête dans les journaux, je sais qu'à un moment, au plus fort de sa maladie, le Premier ministre, feu le Premier ministre Alain Bakayoko, avait bénéficié d'un avion spécial que le président turc avait dépêché pour pouvoir donc apporter assistance au Premier ministre. Et ça, c'est vraiment ce qui est connu. À côté de ça, il y a beaucoup de gestes de solidarité. Et puis aujourd'hui, la Turquie fait partie de ces pays du Nord, entre guillemets, qui font beaucoup de facilité aux Ivoiriens qui veulent se rendre dans leur pays. Shopping, on a de plus en plus d'entrepreneurs ivoiriens qui se rendent là-bas et effectivement aussi qui font du tourisme médical. Du tourisme médical, tout ça en Turquie. Donc franchement, c'est une goutte d'eau. 1 million de dollars, excusez-moi, c'est pas grand-chose. C'est vrai que les commentaires sont venus principalement de la page Facebook de Abidjan.net. Parce que quand tu regardes sur la page du ministère des Affaires étrangères, la page Facebook, il y a une quarantaine, une cinquantaine de commentaires, mais les commentaires, lorsque l'image a été publiée du don, je crois qu'ils sont à près de 1500 commentaires négatifs sous la photo, peut-être 50% négatifs, de personnes qui se posent des questions et tout. Et on a le droit de se poser des questions. C'est tout ça la communication, parce que peut-être que l'Ivoirien moyen qui ne voyage pas ou qui n'a pas d'informations économiques sur les relations entre... Exactement, qui ne lit pas. On ne peut pas avoir la même lecture en fait, de la chose. Exactement, on ne peut pas avoir la même lecture, qui est plongée dans son quotidien. On ne peut pas avoir la même lecture. Et qui se dit que ces 618 millions auraient pu quand même... Ça va régler son problème. Non. À un moment donné, il faut se mettre au-dessus de tout ça, parce que vu les relations... Les pays ont besoin d'être solidaires, les États ont besoin de... Et puis c'est vraiment symbolique en fait. Oui, c'est symbolique. Je veux dire, entre 819 milliards de dollars de PIB qu'emmagasine la Turquie et nos 61 milliards de dollars, voilà quoi.
Mais justement, mais ça, c'est ça, par contre, ça fait ça qui fait le commentaire politique. Bon, s'ils en ont, pourquoi ça va encore gaspiller notre petit argent pour les donner? C'est ça aussi qui gagne. Mais est-ce que ici, souvent, on a des gens qui sont hyper riches, qui perdent quelqu'un, mais malgré ça, on vient donner notre argent, nos 10 000. C'est méchant. C'est symbolique. Oui, mais ce qui touche le plus, c'est que c'est la plus grande catastrophe naturelle de notre époque, en fait. Et ça a été signifié par le secrétaire général de l'ONU. Permettez-moi de citer peut-être une parole d'une écriture sainte ou des livres saints, des pauvres, eh bien, il y en aura toujours. Bien sûr. Des riches aussi. Des riches aussi. C'est une triste réalité, mais on ne peut pas aider tout le monde. Et je ne suis pas sûr que 618 millions, ça puisse résoudre le problème de tous ceux qui en ont besoin, moi y compris. J'avoue que si vraiment, Monsieur le Président, vous souhaitez donner 600 millions à quelqu'un et que vous ne savez pas trop qui, pas forcément dans des conditions que vous connaissez. Mais il y a quelques mois, on avait donné également de l'argent. On avait fait un don au Burkina Faso, je crois. Oui. 100 millions, je crois. Ouais. Oui, voilà. Non, mais les États échangent. Voilà. C'est des relations de bon voisinage, c'est des relations diplomatiques, de bon sens même. Hein. Vous avez votre frère qui a des difficultés, vous allez le soutenir. On ne sait jamais, sur le principe du on ne sait jamais. Un jour, cet État aussi pourra vous soutenir d'une certaine façon. La solidarité entre États. Entre États. Bon, voilà. Donc, on espère que ça a apporté un peu d'informations à ceux qui se posaient des questions sur la nature, les raisons, l'importance, l'opportunité de ces dons. Voilà, il faut soutenir, c'est important. C'est important. On marque une pause, on se retrouve juste derrière, on va évoquer la question de lutte contre le terrorisme. On va parler également de 260 milliards pour financer les projets de la jeunesse. On aura l'occasion, j'espère, d'en parler. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk pour votre rendez-vous préféré. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Vous nous regardez sur les bouquets numéro 6 de la TNT et 206 du bouquet Canal+. Allez, ça y est, on y est. Les amis, lutte contre le terrorisme, c'est la Côte d'Ivoire qui sollicite la France pour son équipement. Solidarité entre États. Là, je commence à me poser des questions comme d'autres. Non, en fait, il faut le situer dans son contexte. Je pense que c'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birama, qui était lundi au Sofitel Hotel à l'ouverture des assises de la première délégation de sécurité de la Défense. Et donc, il y avait la banque d'investissement française qui était là. Et lors de cette rencontre-là, plaidé. Voilà, c'est un plaidoyer de sorte à ce que les armes nous reviennent moins chères, qu'il y ait un partenariat solide dans lequel ils vont discuter pour avoir des armes. Quand on sait aujourd'hui que la sous-région ouest africaine est enclin au terrorisme, hier encore, on parlait des Américains qui sont venus former 30 pays africains à Jacquesville. J'avoue que c'est tout à fait normal. C'est bien qu'ils s'entraînent, mais bon, ils ont aussi les moyens de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes utilisent des moyens très sophistiqués pour faire du mal aux populations. Il y a quoi de mal pour un État à demander de l'aide à un autre pays qui a des armes plus sophistiquées que le nôtre? Donc, je pense qu'ils ont surtout demandé des offres pertinentes, caractérisées par un excellent rapport qualité-prix, une flexibilité d'exécution et d'adaptation au contexte sécurité. Donc, une sorte de négociation sur les prix pour avoir voilà, le J'ai une question qui est vraiment dans la tête. C'est du business. C'est peut-être du business. Que l'intermédiaire soit la France, on peut en avoir d'autres. Oui, ça peut être la Russie, par exemple. Mais je pense que là, en l'occurrence, la France était présente donc, pour présenter son expertise dans la matière. Très bien. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le ministre d'État a donc, demandé cela. Voilà, a donc fait la proposition de négociation déjà. C'est un partenaire. Exactement, c'est un partenaire de longue date. Même s'il y avait quelqu'un de l'Afghanistan qui était là, même la on avait fait la même chose. Hein. Même la Chine, tout simplement. Donc, c'est juste un partenaire. C'est ça. Très bien. Donc, on a demandé qu'on ait de meilleurs tarifs. Parce que c'est vrai que quand même... Pourquoi tu rigoles? Non, enfin bref. Non, les armes coûtent cher en ce moment. Très passionnant comme sujet. Les armes coûtent cher. Et donc, quand on peut négocier pour en avoir, pour pouvoir... Que, je ne vais pas insister là-dessus, mais bon, les armes coûtent cher, effectivement, oui. Les armes coûtent cher. Mais ça coûte pas cher. Ça coûte cher, non, mais ça coûte cher. Extrêmement ça coûte cher. Parce qu'effectivement, de l'autre côté... Il y a d'autres marchés qui sont plus demandeurs, qui ont peut-être beaucoup plus de disponibilité d'armes en ce moment, mais la Côte d'Ivoire a intérêt à avoir un bon rapport qualité-prix aussi. On vend ça à qui, par exemple? Je ne sais pas. Moi, je souris, même si le sujet ne prête pas à sourire, mais en ce moment, on envoie des armes gratuitement en Ukraine pour combattre la Russie. Nous sommes confrontés au terrorisme, dit-on. On pourrait aussi nous faire des dons
voilà, qui ne sont pas payants. Parce que quand on dit des dons, très souvent, on se trompe, ce sont des dons contre argent plus tard. Donc, ce double standard m'interpelle chaque fois. Voilà. On démarche les pays d'Afrique pour leur vendre de l'armement, dit-on sophistiqué, etc., quand, dans le même temps, on est en train d'abreuver l'Ukraine d'armements en tout genre. Alors qu'on a une lutte commune. Hein, voilà, c'est ça. La question du terrorisme. L'objectif principal, c'est de ramener la paix, la stabilité. Donc, les uns qui sont considérés comme les plus pauvres doivent encore mettre la main à la poche pour payer des armements qu'on offre gratuitement à l'Ukraine. Donc, bon, enfin, c'est ce qui me faisait sourire. Très bien. En tout cas, quand on comprend qu'on en a vraiment besoin, on a besoin d'armes en ce moment pour se protéger, pour se défendre, quand on sait que les autres de l'autre côté, donc je parle des terroristes, eux sont en général ravitaillés par des réseaux parallèles de marché noir, de contrebande, de trafic. Eh bien, c'est une question de munitions, c'est une question d'armement, mais d'armement aussi sophistiqué. À propos de munitions, j'ai entendu quelque part qu'en Ukraine, ils avaient beaucoup d'armes, mais pas beaucoup de munitions. C'est ça. C'est arrivé aussi. Voilà. Donc vous faites bien d'évoquer la question des munitions. Mais là, vous parlez de réseaux clandestins, je ne pense même pas qu'il y ait maintenant des réseaux clandestins de trafic d'armes. Ce sont très souvent des États qui livrent par d'autres canaux des mouvements terroristes. Oui, et puis bon, comme il y a également beaucoup de... Vous parlez de l'État islamique. Oui, il y a beaucoup d'armes en circulation, il y a beaucoup de batailles, donc d'embuscades qui sont faites par ces groupes terroristes, donc qui arrivent malheureusement à s'emparer de l'armement, donc des forces armées qu'ils arrivent à dérouter. Donc finalement, on a tout cet équipement militaire là qui arrive à se retrouver facilement entre leurs mains et c'est dommage. Après, je pense que un point, c'est surtout avoir un matériel à la pointe. La technologie, bien sûr. Et puis surtout, si vous demandez AK-47 de 1979, de la Première Guerre mondiale, on va pas s'en sortir. Ça va être difficile. Et puis quand on parle d'armement technologique sophistiqué, on parle de drones qui permettent d'avoir peut-être moins de personnes à la manœuvre. Sur le théâtre des opérations. Une ou deux personnes sur le théâtre des opérations, mais qui arrivent à avoir une force létale beaucoup plus impressionnante sur le terrain des opérations. Ouais. Et ce qui est quand même intéressant aussi dans cette rencontre-là, c'est que la question de la protection et de la sécurité n'est plus un sujet tabou. Voilà, on en parle maintenant sans complexe. Parce que pendant longtemps, on a fait croire à nos pays que la sécurité pouvait être sous-traitée auprès des puissances internationales. Or, notre sécurité dépend d'abord de nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est dans la ligne de ce que fait le gouvernement en renforçant le nombre de soldats, gendarmes, policiers. Oui, en les entraînant. En les entraînant, je pense que c'est vraiment important. Et pour rejoindre ton point, c'est comme si, il y a quelques années, avoir des armées africaines puissantes, peut-être de la sous-région ouest africaine et même centrale, c'était tabou en fait. On a l'Afrique du Sud, on a les pays du Nord, du Maghreb, mais avoir une armée puissante en Afrique de l'Ouest, le Tchad également, c'était un peu tabou. Voilà. Au Tchad, ils ont une tradition de guerriers, mais bon, je pense que c'était un peu une image exotique, mais il faut de vraies armées formées à la fois pour le combat traditionnel et puis aussi qui peut recourir à la technologie à travers des drones, etc. Est-ce que vous savez par exemple qu'en 2011, l'opération qui a conduit à renverser le colonel Kadhafi avait été menée depuis une banlieue de Paris, d'où les services français pilotaient des drones pour mener des opérations. Maintenant, les guerres se font par proxy. C'est-à-dire que vous avez un opérateur qui est aux États-Unis, qui est derrière son écran et qui pilote un drone dans une région bien spécifique et qui a l'objectif ciblé qu'il doit éliminer. Il le fait directement depuis son ordinateur. Après, vous connaissez, il se passe des choses dans ma tête. Là, je me dis justement, si on a tout ce que vous évoquez comme élément technologique, pourquoi a-t-on toujours autant de mal à dégommer, à déloger les terroristes alors que on sait plus ou moins, et ce qui est intéressant, extraordinaire, c'est que souvent, on connaît même leur position. Oui, bien sûr, on connaît leur position. Et je veux dire, on a eu ce débat-là. Je pense que c'est vrai, on aura beau s'armer, on aura beau avoir les meilleurs équipements, les meilleures technologies de combat. Mais la question du terrorisme, c'est surtout communautaire. On va toujours revenir à ça. C'est-à-dire qu'on oppose la confrontation, l'armement militaire contre les terroristes, c'est vrai, mais c'est les communautés. C'est des communautés dans lesquelles ces terroristes sont infiltrés. C'est ça. Ils arrivent à essayer de combler des vides. Quand on parle de vide, on parle de pauvreté.
des régions qui sont malheureusement parfois oubliées. D'absence d'État. Voilà, absence d'État. Et ils profitent de ces zones de recul, de ces déserts, en fait, où l'État n'est pas présent pour pouvoir s'implanter et s'implanter également dans la tête des populations en leur faisant croire qu'ils sont abandonnés et qu'eux, ils viennent pouvoir les accompagner. Donc, si je viens pour vous accompagner, c'est ça, si je viens pour vous accompagner, pour vous aider financièrement, pour vous apporter de l'autonomie, mais en même temps, je vous demande d'accepter mon idéologie. Donc, après, même la question de l'idéologie, elle est de moins en moins même évoquée. Voilà, la réponse peut être militaire, mais à un moment donné, le fond du problème, c'est de pouvoir occuper les jeunes, réduire de pouvoir, les disparités. Exactement, lutter contre les disparités sociales et surtout apporter l'éducation. C'est que fait l'État dans le nord du pays, par exemple. Exactement. Alors, justement, en aidant les jeunes, en leur apportant donc le soutien, en leur créant des emplois, et ça c'est important. Bon, vous parlez de techniques de combat, vous me faites penser à certaines techniques traditionnelles, surtout quand vous avez exprimé cette technique. Nous, en Afrique ici, on sait disparaître. Ça, c'est une technologie qui n'a pas encore été expérimentée en Europe. Bon, mon grand-père m'a dit, quand il partait à la guerre mondiale, à un moment, il disparaissait et puis il réapparaissait derrière les Allemands. C'est mon grand-père qui me l'a dit. Je vous interdis de douter de mon grand-père. Certains disent que c'est un mythe. Bon. On te croit, c'est le haut niveau de technologie militaire. Exactement. Bon. C'est des balles qui ne rentrent pas, là. Voilà, c'est ça. Et ça, en plus, j'ai vu. Bon, ça, j'ai vu, en plus. J'explique que j'ai vu. Jusqu'à ce que... Bon, les amis, on évoquait tout à l'heure le soutien à la jeunesse. Eh bien, 260 milliards pour financer les projets de la jeunesse. On le sait, l'année 2023, c'est l'année de la jeunesse. 260 milliards pour financer des projets de jeunes, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'il faut de l'argent pour l'autonomisation des jeunes. Non, parce qu'à chaque fois, on a toujours des chiffres qui sont annoncés, des chiffres par-ci, des chiffres par-là, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que ces jeunes-là ont véritablement le financement nécessaire? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils arrivent en fait à finalement être autonomes sur le marché de l'emploi? Moi, c'est la question que je me pose. Et jusqu'à présent, je pense que si, au bout de tant d'années, le président vient encore à décréter cette année 2023, année de la jeunesse, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a eu les consultations nationales avec la jeunesse qui ont été faites entre le gouvernement et les jeunes. Après, ça a été fait en quelques jours. Je me pose la question de savoir est-ce qu'on a vraiment pris l'ensemble, en tout cas, de toutes les préoccupations des jeunes et que ce document qui s'appelle, je crois, PJGouv, voilà, contient, enfin, je ne sais pas. Je reste vraiment sceptique là-dessus. Très bien. Je cherche une note d'enthousiasme et d'optimisme sur le plateau. Non, moi, je comprends le point d'Isabelle sur la question, mais en gros, je pense que quand le président vient décréter cette année de la jeunesse, il faut comprendre les choses. Depuis son avènement au pouvoir, pratiquement en 2010, disons 2011, il a donné, il y a un point d'honneur qu'il a marqué sur la valorisation de la jeunesse. Avant, le ministère, la jeunesse était assimilée au ministère de la jeunesse et du sport, ministère de la jeunesse, du sport et du loisir. Finalement, avec Sidi Temogo Touré, c'est en ce moment qu'il y a eu un ministère qui a été carrément dédié à la jeunesse, ministère de la jeunesse, de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Finalement, ça a changé encore. Cette année, quand il dit, je décrète cette année de la jeunesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse est la priorité des priorités pour lui. Ça ne veut pas dire forcément que, pour moi, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu échec quelque part. C'est juste qu'il y a un processus qui a été mis en place. On peut parler également de renforcement de ce qu'on a déjà engagé. Acquis, en fait. Voilà, c'est possible aussi. En fait, Daouda, la jeunesse a toujours été une priorité étatique, normalement. Bon. Donc, en fait, la jeunesse, on la retrouve dans toutes les administrations, dans tous les ministères, que tu ailles au sport, que tu ailles à la formation professionnelle. Tous les ministères, il y a la jeunesse là-bas. Donc, quand on en vient aujourd'hui à décréter cette année de la jeunesse, ça veut dire que, pour moi, en tout cas, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Si les jeunes se plaignent de ne pas avoir de travail, ça veut dire que le dispositif qui est mis en place a peut-être une faille. Je ne dis pas que ce qui a été fait n'est pas bon, non. Je dis peut-être qu'il y a eu une faille quelque part et il faut qu'on la trouve. Très bien. Bon, on va sortir de votre face-à-face. Quand on veut faire la rétrospective, si on voit par exemple en 2020... Isabelle, j'ai 15 secondes.
Oui, en 2020. Je peux au moins répondre. Non. En 2020, avec le boycott actif, qui a été mis sur le terrain pour le faire? Ce sont les jeunes. C'est parce que justement, ils n'ont pas de travail, qui sont instrumentalisés par les politiques, etc. Donc, il faut qu'on arrive à définir en fait où se trouve la faille. Donc, pour toi, il y a eu échec quelque part. Il y a eu échec quelque part. Ok. Mais ça, c'est moi qui allais poser la question, Daouda. Hein? C'est moi qui allais résumer pour lui poser la question. Non, mais en fait, comme je voulais répondre. Non, là, vous n'avez pas répondu, vous avez juste fait mon travail. Bon, je vais faire le vôtre. Madame Bleu, pour revenir à vous. Là, je commençais à être un peu d'accord avec Isabelle. Là, je suis en Daouda en même temps, parce que chacun, on inverse les rôles. Quand vous avez estimé que, au-delà de l'effet d'annonce, il fallait peut-être que cet argent, ces sommes, soient directement injectées dans ce pourquoi elles avaient été mobilisées. Vous partagez ce point de vue? Cette inquiétude aussi? Ben oui, bien sûr, c'est tout à fait normal parce que c'est quand même 260 milliards. Là, on a vu les 1 million de dollars dedans du ministère des Affaires étrangères. Mais là, on parle de 260 milliards de francs CFA qui seront alloués pour financer les projets de la jeunesse. C'est une somme importante et qui trouve son origine. Bon, quand je dis origine, après le rapport des consultations, parce qu'il y a eu énormément de consultations nationales qui ont été faites auprès de la jeunesse, donc par le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, donc qui a décidé d'écouter les organisations de jeunesse, organiser des focus groups, essayer de comprendre les aspirations et les attentes de la jeunesse ivoirienne, aller en profondeur de leurs préoccupations, et ensuite ils ont décidé donc à la fin de faire une sorte de condensé de toutes ces consultations pour produire un document qui est basé sur 4 axes, pour ce que je sais. Derrière, ce montant-là, c'est vrai que c'est un chiffre comme ça. C'est vrai qu'on a habitué à avoir beaucoup de chiffres, c'est gros. Hein. 260 milliards, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Financer des projets, c'est bien, mais de la même manière qu'il y a eu ces consultations où les jeunes ont été invités à prendre la parole et à parler sans tabou au ministre et à ses collaborateurs, et même à ses collègues ministres, de la même manière, il faut que ces 260 milliards qui sont censés financer des projets de la jeunesse ivoirienne, qu'il y ait un suivi aussi, de façon partagée, permettre qu'à chacune des étapes, chacun des projets, des compartiments auxquels sont alloués les 260 milliards, que les jeunes qui ont participé à ces consultations, la jeunesse, puissent également suivre comment cet argent-là, ces milliards seront alloués, dépensés, et si effectivement l'argent qui est injecté produit des résultats au niveau des entreprises, des projets qui seront lancés par la jeunesse ivoirienne. On veut du concret, mais on veut surtout de la transparence et du suivi. Madame Bleu, je vois finalement pas avoir mal à la main. Tiens encore. L'action du gouvernement en ce qui concerne la jeunesse, et l'intitulé du ministère même est clair, c'est la promotion de la jeunesse, l'insertion professionnelle et puis voilà, le service civique. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique ou les problématiques qu'amène la jeunesse sont nombreuses. La lutte contre le chômage, la formation, l'adéquation formation-emploi, et leur réelle insertion dans notre société. Ça, c'est un vrai problème parce que nous sommes sortis quand même de 10 années de conflits qui ont mis aux prises des jeunes ou des jeunesses de divers camps et qui ont été parfois utilisés des acteurs du déchirement entre Ivoiriens. Donc aujourd'hui, c'est le retour d'ascenseur que l'État leur fait à travers l'année de la jeunesse qui est donc 2023, année au cours de laquelle un certain nombre de projets vont être mis en œuvre, mais dans la suite de ce qui a été fait auparavant. Je veux dire, on n'a pas entendu 2010, ni 2011 ou 2023, mais auparavant, il y a eu déjà, depuis Oufouette aussi, cette volonté de l'État d'encadrer les jeunes. Parce que au-delà de l'emploi, il y a un certain nombre de problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. La question, par exemple, de l'alcoolisme, l'utilisation, la consommation de la drogue. Mais tout cela, pour mener ces combats-là et les gagner, il faut des moyens. Et puis, bien sûr, on parlait de leur insertion professionnelle, l'emploi. Ceux qui veulent devenir chefs d'entreprise vont solliciter des fonds qui leur seront peut-être accordés, mais avec la volonté du côté de l'État aussi comme on dit, d'évaluer, de suivre voilà, tous ces projets-là. Moi, je pense que c'est bien, mais 260 milliards, c'est vrai, c'est un chiffre qui est un peu jeté en pâture, mais je veux dire, les fonds, ce sont des promesses.
hein, qui sont faites aux jeunes, à eux maintenant de montrer qu'ils sont dignes d'être soutenus par l'État. Très bien. Daouda, vous avez 15 secondes pour terminer. Oui, je veux dire, Isabelle, faut rester optimiste. Je pense que cette année a été dédiée à nous jeunes, toi et moi, à tout le monde. C'est à nous à un moment donné d'aller vers ce gouvernement-là, mettons ce gouvernement-là à l'épreuve. Et je pense que pendant toutes ces années, c'était pratiquement le ministère de la Jeunesse et de l'insertion professionnelle qui était à l'œuvre. Cette fois-ci, c'est tous les 31 ministères qui sont mis à contribution pour trouver des ressources. Et je pense que ton appel est entendu. Ton appel sera entendu. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui... Il y a des bonnes choses à passer. Son Élysée, exactement. C'est surtout qu'Isabelle, en bonne philosophe, eh bien, à l'esprit critique, elle éprouve un certain nombre d'informations qu'elle a. Elle essaie de voir jusqu'au bout. Non, mais c'est bien. 260 milliards pour la jeunesse, je pense que ça va redonner de l'espoir à ces jeunes qui n'y croyaient plus. Il y a des jeunes qui font aussi, vraiment, ça arrive. En fait, il ne faut pas s'arrêter. Bon, Isabelle, on vous permet juste de préciser votre pensée en 15 secondes. Parce qu'on avait fini le sujet. Il y avait des chiffres qui avaient été annoncés. Voilà. Aujourd'hui encore, il y a un chiffre qui s'annonce. Bon, moi, je reste un peu dubitative. Moi, j'ai envie de voir réellement, en fait, ce que ça va produire, si les jeunes vont véritablement bénéficier de tous les appuis, en fait, étatiques. Voilà, bon, c'est déjà, là qu'on entend l'appel. Je lance aussi un appel aux jeunes. Hein, voilà, ayez confiance au dispositif de l'État, allez vers donc tout ce qui est mis en place pour vous. Et puis bon, on va tester. Voilà, on va tester, puis on va voir. Système, Isabelle, on va tester, puis on va voir. Mais il faut aussi qu'au niveau de l'État, il y ait un réel suivi. Hein, de tous ces jeunes-là qui vont bénéficier des fonds. Et là, je suis d'accord avec toi. Voilà, et ils entendent bien le faire. C'est marqué là. Je me rappelle encore de l'affaire d'Ougoutigui. Bon, je ne sais pas. Voilà. Très bien. Merci Isabelle. Merci beaucoup. On va clore ce sujet. Et évoluer vers notre grande actu à présent. Grande actu. Grande actu. Ça, c'est le jingle. La grande actu. Je vais essayer de le faire comme ça. On a un jingle maintenant. Bon, d'accord, ok. À défaut du jingle, je dis la grande actu. Bon, alors on va s'adresser au boulanger. Ben, il y a un phénomène d'ailleurs que j'avais noté, je pensais d'ailleurs que j'étais le seul à avoir remarqué. Eh bien, les boulangers sont désormais tenus de vendre la baguette de pain à 150 francs. Face au constat fait sur le terrain, de plus en plus que certains boulangers avaient eu la mauvaise idée de mettre fin à la baguette de pain de 150 au détriment de certains consommateurs. Il n'y avait plus de baguette de pain de 150 francs dans certaines boulangeries. Oui. Et c'est Dr Bakoné Didi, c'est bien secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère, qui a fait savoir que les boulangeries qui ne veulent pas ou qui ne vendent pas la baguette de 150 francs sont en faute. Ces boulangers donc ont l'obligation de vendre la baguette standard à 150 francs. Voilà, la boulangerie qui ne la propose pas est en fraude. Et si elle ne respecte pas le prix de 150 francs pour la baguette de 174 grammes, vous pouvez appeler la ligne verte 1343 pour dénoncer votre boulangerie et votre boulanger. Mais en fait, moi, je trouve que les boulangers font preuve d'une certaine mauvaise foi. Dernièrement, pour ceux qui se rappellent, ils voulaient rentrer en grève. Mais finalement, comment on appelle ça? Le Premier ministre les avait appelés à la table de discussion pour échanger avec eux. Parce que les menuiers, ils ont estimé que les menuiers avaient augmenté le prix de la farine. Ben, les menuiers aussi étaient subventionnés, mais après la discussion, eux aussi, ils ont été subventionnés. Je ne peux pas comprendre que l'État vous subventionne beaucoup d'argent, de sorte à ce que l'Ivoirien puisse avoir la baguette française de 150 francs, parce qu'on ne dit pas de ne pas vendre les autres pains. Vous pouvez faire votre baguette à 4 000 francs. Si vous voulez faire des baguettes de 1000 francs, de 2000, mais une chose est certaine, tous les jours, vous devez proposer la baguette française de 174 grammes aux gens. Au moins, libre à eux de dire non, je ne veux pas ou je veux. Parce que le faisant, je pense que c'est de la mauvaise foi de ces commerçants et des boulangers. Et en même temps, il faut reconnaître que ce n'est pas l'ensemble des boulangers. Hein, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Moi, ça fait maintenant plusieurs mois, voire je veux dire ces 2 dernières années, que j'achète ma baguette à 200 francs. C'est-à-dire que j'avais même oublié que ça devait coûter 150 francs. Moi, j'ai payé le mien dans mon quartier en Gré à 250 francs. Voilà. Quand tu as dit, il n'y a pas de baguette française. Et après, la problématique aussi de vendre la baguette à 150 francs, c'est qu'ils ont toujours un problème de monnaie. Voilà, tu vas donner 5 euros. Il y aura toujours identifiez votre quartier, je pense que là, c'est un autre problème. Le 1343, Isabelle, le 1343. Le 1343. Non, là, ils disent qu'on n'a pas de monnaie, ça, c'est différent. C'est pas le prix de la baguette. Tu es obligé de laisser... Mais tu vois, Brice, je vais terminer juste sur ça. Ouais.
aujourd'hui, la lutte contre la vie chère, ça ne peut pas être seulement de la seule responsabilité de l'État ou de la CNLVC, du CNLVC. Ça doit être notre responsabilité à tous. Quand on va dans un coin où on voit que les prix ne sont pas affichés, prenons la peine. Quel numéro? 1343. 1343. Il y a une brigade rapide qui va venir. C'est comme une pub. Voilà, c'est clair. Chaque fois qu'on a besoin, Alain, vous avez quelque chose à rajouter? Vous voulez me dire quelque chose sur la question? Non, ben... Ok. Moi, je ne consomme pas Juste dire que je le consomme pas gouvernement- du pain régulièrement, donc... Moi, voilà. je n'avais pas remarqué d'ailleurs. Ouais. Bon. Si. Moi, je C'est là où tu fais la différence avec les babachais. Il n'a pas remarqué, ça se passe bien, il a toujours son pain, il ne se pose pas beaucoup de questions. Oui, moi de toute façon, même si la baguette coûte 150, ma nounou, elle me ramène toujours. Il n'y a jamais le bonnet. Exactement. Je crois que moi, je suis tout elle que je soupçonne. C'est de mon père et de mon père. Et la nounou. On ne sait jamais. Bon, nous on marque une courte pause, vous regardez le Grand Talk. Et, pardon? Oui, justement, et ça j'allais venir. Bravo donc au ministère, du Commerce. Bravo donc à Madame, à Dr Bar et à toute sa cellule, sa team, voilà, qui essaie quand même chaque fois que des contrevenants se comportent de cette façon, et bien à les ramener sur le droit chemin. Il faut pousser les services à l'épreuve, appeler. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, appelez le numéro 1343. Bravo les amis. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder à la maison sur vos téléphones, et ça c'est possible. Vous nous regardez donc à travers nos différentes applications, nos pages des réseaux sociaux, et puis vous pouvez nous regarder en rediffusion. Ça c'est important parce qu'on a un grand nombre de téléspectateurs qui nous regardent en rediffusion. Si vous avez manqué un moment, eh bien c'est l'occasion à travers cette rediffusion de retrouver Daouda tout feu tout flamme, de retrouver Isabelle Vovor, toujours aussi pertinente, piquante à des moments. Pertinente même souvent. Et douce aussi souvent. Oui, beaucoup plus douce. Voilà. Et puis Alain Toussaint qui est dans sa grande muette, ce qui porte désormais des lits, nous dit des choses assez intéressantes. Nous avons rejoint sur le plateau du Grand Talk Joël Niazou. Bonsoir Joël, vous êtes président de la plateforme de la presse numérique en Côte d'Ivoire. On a juste envie de savoir, aujourd'hui, qui appelle-t-on la presse numérique, Joël? Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais il faut noter que d'abord, le secteur connaît un grand boom. Lorsqu'on voit le genre de médias qui apparaissent et puis les nouveaux types de métiers qui apparaissent aujourd'hui, on dira que ça va. Mais seulement, le secteur connaît un problème d'assainissement. Il faut réorganiser les choses. Et voilà pourquoi nous mettons en place bien les arts de la presse numérique qui viennent à la fois éduquer, à la fois promouvoir l'excellence, mais surtout assainir le secteur. La presse numérique, c'est qui? Alors, la presse numérique, c'est d'abord des professionnels. Des professionnels qui sont d'abord reconnus avec le support de diffusion, notamment des journalistes qui ont des sites d'information qui sont officiellement reconnus. Parce qu'il faut faire la part des choses. Au niveau de l'État, par exemple, au niveau des journalistes, l'État donne la diffusion d'un journaliste. Donc, c'est ce journaliste-là qui doit être en mesure d'avoir la carte de professionnel journaliste qui est le journaliste professionnel. C'est celui-là qu'on appelle un journaliste professionnel. Et donc, ces journalistes-là travaillent à la fois sur des plateformes, enfin, travaillent pour certains sur des plateformes officiels que vous connaissez qui sont inscrits dans le document officiel de l'ANP et des régulateurs. Et vous avez aussi des journalistes professionnels qui sont indépendants, qui travaillent aussi en tant que des pigistes ou bien des consultants. En tout cas, il y a toute cette famille-là qui existe. Mais il faut mettre surtout l'accent sur le fait qu'un journaliste professionnel, c'est celui qui a la classe CGP. Donc, un acteur de la presse numérique, et d'abord, c'est celui qui reste un professionnel. Mais à côté aussi, il y a des nouveaux types de supports de diffusion qui appellent aussi des nouveaux types de personnes, notamment comme des blogueurs. Il y a des blogueurs aussi qui sont professionnels, des activistes qui interviennent sur des thématiques aussi qui sont reconnus dans le secteur. Parce qu'en même temps, ils diffusent, ils donnent l'information, ils font des enquêtes. Et cela est notable aussi. Très bien. Alors, quand vous parlez d'assainissement ou d'assainir le secteur, qu'entendez-vous par là? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, au niveau des régulateurs, l'ANP et l'ACA, il était important pour eux, en tout cas, d'abord maîtriser le secteur. Qui sont ceux qui sont à l'intérieur du secteur? Et pour cela, il faut bien se baser sur la loi. Donc, qu'est-ce que demande la loi? Il faut être constituant d'entreprise, et faire cette démarche auprès du procureur pour avoir un récépissé pour être une entreprise de presse numérique ou bien dans des médias qui est reconnue. Il y a aussi cette démarche auprès de l'ARCA pour les médias audiovisuels qui vont faire l'identification. Et la loi demande maintenant de payer 5 millions pour être une web TV officiellement reconnue là-bas. Donc il y a tout ça, il faut regarder, qui vous permet de pouvoir être constitué. Et cet assainissement demande aussi que les journalistes aussi puissent se professionnaliser. Non pas seulement à la formation, mais se faire identifier, justement, d'où la question de la carte CGP.
Très bien. Est-ce que vous... Pardon, je peux? Voilà. Est-ce que vous collaborez en fait avec le ministère de la Communication pour justement contribuer donc à l'évolution du système? Absolument, absolument. D'ailleurs, le ministère nous accompagne à travers l'ASDM, l'Agence de soutien et de développement de la presse, des médias plutôt, qui nous permettent de pouvoir mettre en place ou bien implémenter nos différents projets. Et ça, c'est surtout avec les entreprises de presse, c'est surtout avec quelques associations, en tout cas, sur le secteur. Et notamment, vous avez vu l'accompagnement que nous avons eu aussi au niveau de l'ASDM concernant les awards de la presse numérique pour cette deuxième édition, justement. Donc, cette question d'assainissement part à la fois du soutien qu'on nous apporte, à la fois au niveau de la formation, mais aussi en termes de soutien financier pour pouvoir mieux nous organiser, nous, au niveau de nos activités. Mais chaque organisation a son planning d'activité, pas forcément en comptant sur l'État, mais déjà est consciente, chaque organisation est consciente du fait qu'elle doit contribuer justement à l'assainissement du secteur pour avoir un secteur véritablement compétitif. Mais aujourd'hui, vous, en tant qu'organisation professionnelle des journalistes, quand on regarde tout ce qui se passe au niveau d'Internet, vous parliez tout à l'heure des blogueurs, on voit qu'il y a certaines dérives qui arrivent. En tant qu'organisation, qu'est-ce que vous faites pour mettre un frein à tout cela aujourd'hui? D'abord, il faut noter qu'on n'est pas une organisation uniquement de journalistes. Nous sommes une organisation qui prend en compte à la fois tous ces acteurs-là, les professionnels, notamment les journalistes, les blogueurs, les activistes, mais surtout les entreprises du secteur et même les supports aussi en termes de division, et puis les entreprises. Ce que nous faisons, au niveau de la plateforme de la presse numérique Côte d'Ivoire, déjà, on a initié quelques actions en termes de sensibilisation sur, par exemple, la question des fake news, qui était un moment courant, qui avait pris un peu de l'ampleur lorsqu'il y avait l'avènement de la pandémie Covid. Nous avons mené des actions à ce niveau-là, en termes de sensibilisation, en mettant en place même un guide qui permettait de pouvoir prendre des précautions, et puis au niveau des entreprises, comment pouvoir rester en même temps dans le tempo. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors tout à l'heure, vous avez cité dans vos propos du début l'agence de soutien aux médias, donc qui apporte son appui financier à certaines organisations. On a l'impression que finalement, vous transférez les mêmes tares de la presse traditionnelle à la presse numérique parce que vous n'avez visiblement pas un modèle économique qui vous permette d'être indépendant. Parce que l'État n'a pas que la presse à soutenir. On entend très souvent des patrons de presse demander l'aide de l'État, on veut 0,1% du budget du pays, etc. Mais la vendeuse de bananes au quartier, celui qui fait le garba, etc., tout cela sont dans le même environnement économique, enfin l'écosystème économique, ils se débrouillent pour s'en sortir. Vous avez tous les outils Internet aujourd'hui. Pourquoi doit-on absolument vous soutenir? Alors, il ne faut pas vite affirmer. Vous savez, comme je disais, l'État a son rôle. Et l'État, c'est une volonté, en tout cas, d'accompagner le secteur de façon générale de la presse en aidant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau, par exemple, de l'aide que nous apporte l'État, c'est sur des projets bien précis, notamment l'organisation des activités qui ont un impact vraiment sur la communauté. Ça, c'est très important, il faut noter. À côté, eh bien, les médias ont leur modèle à eux. Je prends l'exemple, vous avez peut-être une Web TV qui intervient sur les événements professionnels mondiaux. Elle se fait peut-être que son modèle, peut-être, c'est sur le terrain. C'est de créer du contenu sur le terrain, par exemple. Donc, chacun son modèle économique. Mais le finance comment, par exemple? Mais chacun son modèle économique. Quand il démarre son activité, il a d'abord son business plan bien défini. Il sait comment il intervient. L'État n'intervient pas pour vous permettre, non. C'est carrément différent au niveau de la presse numérique. La presse numérique, d'abord, comme je dis, le plus gros problème, c'est un problème d'organisation. Il faut s'y réorganiser, il faut bien s'organiser par la question de l'assainissement. Mais derrière, il y a des médias qui, aujourd'hui, qui s'en sortent avec un modèle économique qui est aujourd'hui, parce que la question de la diversification d'activités est quelque chose d'important même dans la gestion ou bien dans l'accompagnement même de son activité. Très bien, Joël, on aura l'occasion de vous avoir sur le plateau et là, avec Alain et tous les autres, on aura l'occasion de parler en profondeur de ce qu'on connaît au niveau de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Là, vous êtes là pour nous parler de la deuxième édition des Awards de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Qui fait partie des nommés? Comment se déroule cette cérémonie? Est-ce qu'on ne va pas en voir droit encore à ce qu'on connaît, que vous connaissez, à quoi vous avez assisté il n'y a pas longtemps? 6 heures de cérémonie. On peut entendre beaucoup de discours. Alors dites-nous, présentez-nous un peu cette cérémonie. À quoi devra-t-on s'attendre? Alors, il faut noter que la particularité de cette activité au niveau des awards de la presse numérique, c'est qu'on se base sur l'existant. Il y a un jeu permanent, il y a un travail de monitoring sur 12 mois qui est fait. Okay. Donc les candidats sont jugés sur
les 12 mois d'activité et non pas sur quelques productions qu'on sait faire ailleurs. D'accord. Comment ça se passe? Le mode opératoire du jury a 2 niveaux. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un monitoring qui est fait sur l'année, qui se base sur certaines techniques en termes de référencement, de veille et autres, tout ça, et qui produit un rapport général sur l'année. Donc, dans ce document-là, vous avez un rapport sur les médias qui ont pu se démarquer et voilà, ainsi de suite. Donc, ce rapport est fourni, est transmis au jury. Le jury fait un travail dessus sur 3 mois en plus. Et au bout du 3e mois, qui est le mois de mars, en fin d'année, il produit le verdict final. Donc, nous avons déjà, au niveau du jury, tous les régulateurs qui nous fournissent la liste officielle, donc l'ANP et l'ACA. Vous avez aussi l'ATC qui intervient. Vous avez aussi aujourd'hui Reporters sans frontières qui est membre du jury, qui apporte un nouveau produit en termes de labellisation qui s'appelle le GTI. Donc, vous avez aussi un observatoire qui est l'OPED, qui est à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment plus corsé. Combien de catégories? 4 catégories. 4 catégories. On va les citer. Alors, on a le prix individuel qui prend en compte 6 sous-catégories. Il y a le journaliste web de l'année, le blogueur de l'année, l'activiste web de l'année, l'influenceur web de l'année, l'entrepreneur web de l'année et enfin la meilleure initiative féminine. Ensuite, nous avons la catégorie entreprise, pour la meilleure entreprise de presse et de médias numériques. Nous avons aussi la catégorie innovation, qui est nouveau, innovation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des médias qui vont au-delà de leur rôle d'éduquer, de divertir et tout ça. Ils initient des projets qui ont un impact positif ou bien qui apportent des solutions aux populations. Et ça, il faut noter à travers ces innovations. Et enfin, la dernière catégorie, c'est celle du prix des médias, où il y a 3 grosses sous-catégories. Typologie, ce sont les genres de médias qui existent. Donc, la meilleure web TV, la meilleure radio, la meilleure agence de presse, le meilleur portail ou la gratuité d'actualité. Et ajoutons aussi cette année, les médias viraux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on prend en compte aujourd'hui tous les médias qui n'ont que des supports de diffusion, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous comprenez la loi, aujourd'hui sur la presse, afin essaie de s'approprier. Ça, en fait. Voilà, c'est un peu ça. L'événement, oui. Juste en dehors du trophée, est-ce qu'il y a je sais pas, une enveloppe ou une formation ou quelque chose que vous offrez aux vainqueurs? Alors, c'est très important cette question parce que ça nous est revenu tout à l'heure. Donc, c'est très important. Au niveau de la plateforme de la presse numérique, nous en mettons l'accent sur la question de la formation. Aujourd'hui, nous avons des bourses dédiées à cela. Donc, on espère qu'on aura assez pour tout le monde. Mais en tout cas, on a déjà des bourses de Reporters sans frontières et autres qui pourront aider. Mais déjà, c'est que nous voulons mettre les capacités. Mais ce que nous voulons mettre l'accent, c'est que nous voulons mettre, c'est surtout la question de la symbolique même de l'événement à travers le trophée. C'est un trophée uniquement dédié pour l'événement. Il faudrait que les méritants soient célébrés comme tels et voir à travers ce trophée-là, tout l'espoir que nous mettons. Et pour ce faire, au niveau du jury, notamment le président de l'OPED, institue une charte qui sera signée par tous les lauréats afin de respecter pendant 1 an, parce qu'ils deviennent des ambassadeurs du secteur, il faudrait qu'ils respectent, ils travaillent comme tels. Très bien. Je pense que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux qu'il y a un prix spécial, il y a Tabaré. Et pourquoi avoir dédié ce prix à la défunte Tabaré? Alors d'abord, Fatou a été membre du conseil d'administration de la PNC. Et Fatou, dès nos débuts, nous a accompagnés justement surtout par rapport à ce prix. Nous a donné celle du Cannes au niveau international, a tout fait pour nous aider à pouvoir réussir ce pari, parce qu'elle a cru en ce projet-là. Elle est partie très tôt en 2022, en septembre 2022. On a trouvé vraiment normal de lui rendre cet hommage, surtout qu'elle dégageait déjà des valeurs d'audace professionnelle, des valeurs de probité, d'engagement, de ces valeurs de travail, de silence. J'ai une question toute simple pour nous. On n'est pas du tout concerné par ça, nous, à Live TV. Live TV a eu un prix, l'année dernière, Live Radio aussi a eu un prix. Ils ont été nominés. Mais oui, ils ont eu leur courrier. Normalement, Live TV est nominé dans la catégorie digitalisation média. Très bien, c'est bien, c'était bon à savoir. Si on se remet faire l'entretien, on peut dire merci beaucoup. On rappelle que le rendez-vous, c'est pour le 31 mars 2023. Au Casino Sofitel, l'Hôtel Ivoire. L'entrée est sur invitation. Sur invitation, monsieur. Voilà. Où sont nos invitations?
Vous les aurez. Merci Joël Niazou, je rappelle que vous êtes président de la plateforme de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur notre plateau pour évoquer la question de la 2e édition des Awards de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Nous on marque une courte pause et on se retrouve tout à l'heure. Merci. 2 sessions d'information, à 19h45. Et comme tout à l'heure, c'était en compagnie de Sharon Camara. À 12h45, c'est l'affaire de Jean-Marc Seka. C'est le rendez-vous JT sur Live TV. Retour sur notre plateau pour la dernière partie du rendez-vous en compagnie d'Isabelle Vovor. Alain Toussaint, Daouda Koulibaly. Isabelle, ça tombe bien que je vous ai en ce moment sur notre plateau. J'ai cherché du bon poulet. On ramba de poulet avec Daouda. On est un ramba de poulet. Oui, parce Hier, que il est venu chez moi, il a mangé encore mon poulet. Et puis il va venir dire sur le plateau que mon poulet n'est pas doux. Daouda, C'est pas préparé. Daouda, vous êtes rendu chez Isabelle. Vous avez encore mangé le poulet que vous n'avez pas fait. Effectivement, je suis allé chez Isabelle ce week-end. On a mangé du poulet parmesan. Il y avait beaucoup de sortes de poulet. Mais j'avoue, à ma décharge, Isabelle a appelé un renfort de taille. Et au passage, je salue la maman, la belle maman d'Isabelle Vobor, Madame Carmen Obou Mereb. Franchement, maman, vous préparez très bien. Tu vois, joyeux anniversaire à vous encore, ma maman Carmen. Sincèrement, voilà, vous préparez bien et vous avez très bien présenté le JT sur RTI2. Franchement, merci d'avoir aidé Isabelle Vobor parce que sincèrement, elle vaut rien. Quoi Daouda. Je crois que j'ai dit 2, c'est pas grave. Bien sûr, la pour 2, on va pas chipoter sur le chiffre. Bon, Isabelle, on peut être sûr que ce que Daouda dit est en partie vrai. Parce que le renfort dont il parle, vous n'en auriez pas eu besoin. C'est juste l'amour. Voilà, mais on vous a transmis le savoir. Sinon c'est moi j'ai préparé. Oui, mais en fait, quand elle a guidé. Daouda, les chiens ne font pas les chats. Voilà. En matière de cuisine. Mon bricot, il est avec sa préférée. Je vais dire ça, Isabelle, tu as bien préparé. C'est tout. Cette préférée qui ne m'aura jamais invité. Daouda, je ne sais pas comment il fait. Il arrive à se faufiler pour pouvoir se rendre chez Isabelle pour manger. C'est un vrai coco. C'est le cas de le dire. C'est un coco. Le coco, là, c'est de l'art. Bon, allez les amis. Il y a une stratégie dedans. Merci beaucoup pour cette séquence. C'était la séquence poulet. Bon, on nous a rejoint sur le plateau, on en profitait pour installer notre invité qui nous a rejoint sur le plateau et justement c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. Monsieur Kei Franck Donald, vous êtes sociologue, spécialiste de la migration au Maghreb. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors justement, on vous reçoit à la faveur de ce qu'on sait comme étant l'actualité en ce moment au Maghreb et précisément en Tunisie. C'est la situation de nos compatriotes. Première question, Comment est-ce qu'on peut présenter un tout petit peu la présence aujourd'hui des Ivoiriens dans ces pays-là du Maghreb? On a évoqué les questions d'études, on a évoqué les questions de migration, de transit vers l'Europe. Comment vous présentez un peu cette situation? Je pense qu'on doit essayer de le présenter dans un schéma global parce qu'on sait que maintenant on est dans la mondialisation. Et donc la mondialisation va plus ou moins valoriser ce qu'on appelle la dimension de la mobilité entre les États. Donc, effectivement, on va voir que, c'est-à-dire nos populations subsahariennes, c'est-à-dire les populations de chez nous, qui ne trouvent pas de réponse à l'intérieur de leur société, vont aller trouver ces réponses ailleurs, en fait. Donc, dans les pays du Maghreb ou dans les pays européens. Et donc, on va voir les pays du Maghreb comme, c'est-à-dire les copies pâles, c'est-à-dire des sociétés européennes. Vous voyez un peu. Et donc, on va voir, c'est-à-dire les choix de ces pays vont se modéliser en fonction, c'est-à-dire des similarités linguistiques, par exemple. Et puis aussi, c'est-à-dire de l'absence de visas, comme le Maroc ou même la Tunisie. Donc, on va voir, c'est-à-dire, comme on le dit, nos frères se projeter soit en Tunisie, soit au Maroc. D'autres pour les études, d'autres pour, c'est-à-dire, qui font la migration économique. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé dernièrement en Tunisie, pour vous qui êtes sociologue, qu'est-ce qui a pu, en fait, conduire à cet état de fait-là? Je pense qu'en réalité, il y a plusieurs facteurs. C'est tellement délicat de le signifier. Il y a d'abord une dimension historique qui explique plus ou moins le racisme, en fait. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 14 siècles d'esclavage qui s'est structuré entre les Maghrébins et les subsahariens. Et donc, on va voir que dans ces sociétés-là, on a ces institutions qui vont faire le relais, c'est-à-dire l'écho, c'est-à-dire de ce racisme-là. Et c'est clair qu'on va plus ou moins, on ne peut pas dire que toutes les sociétés maghrébines sont racistes, loin de là, mais les sociétés elles-mêmes vont plus ou moins, c'est-à-dire
imbriquer ce racisme dans les institutions. Et les institutions, à travers, c'est-à-dire les théories sociologiques qu'on connaît, c'est-à-dire les déterministes, va transformer ces comportements des individus-là, qui vont plus ou moins devenir racistes, d'autres non. Et donc, je continue. La question, c'était quoi? Qu'est-ce qui a conduit, en fait, cet état de fait en Tunisie où les subsahariens étaient menacés, agressés par la population tunisienne? Voilà. Et donc, il y a la dimension raciste d'abord, qui est là, c'est-à-dire la négrophobie vis-à-vis des Africains qui étaient en stade latent. On a aussi, c'est-à-dire les réseaux sociaux, maghrébins, ou du Machrek, qui vont relayer les informations des autres pays. Par exemple, au niveau de la Libye, par exemple, ce qui se passe en Libye, comment on traite plus ou moins les Africains. Et aussi, on a le dernier événement qui s'est passé au niveau du Maroc, où il y a eu au moins, je pense qu'il y a eu au moins une centaine de morts, c'est-à-dire au niveau de la frontière de Ceuta. La ville de Ceuta, c'est une ville espagnole qui est sur le territoire marocain, où on a les migrants qui voulaient, c'est-à-dire tenter de rentrer dans ces villes-là, et ils ont été, c'est-à-dire bloqués par les policiers marocains. Donc, on va voir plus ou moins, c'est-à-dire différents maltraitances du corps nègre, comme je viens de le dire, qui va se diffuser dans la population à travers les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Et donc, on va voir la perception de la dévalorisation du corps nègre. Est-ce que, vous voyez dans ce cas-là, donc, je continue, je ne vais pas perdre le fil de mes idées. Et donc, de cette dévalorisation-là, on va voir une non-réponse de nos États et des organisations supranationales qui ne répondent pas, c'est-à-dire à ces pratiques de violence portées sur le corps nègre. Et donc, du coup, si on n'a pas de réponse, si on a la dévalorisation du corps nègre, et donc, du coup, on a la possibilité d'appliquer d'autres formes de violence. D'où la situation de la Tunisie. Et donc, ça m'amène à la deuxième question de savoir, est-ce qu'il ne peut pas avoir de la contagion dans le Maghreb ou le Machrek? Et c'est ce que j'ai dit, tout à l'heure, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, et puis ils ont cette similarité linguistique à travers l'arabe aussi, il peut avoir un effet de contagion. On va voir au niveau de la Libye, par exemple, actuellement, on a constaté des vagues d'arrestations aussi qui ont commencé. Vous voyez un peu, on peut le relier, c'est-à-dire à la période d'été qui va commencer, qui sera plus ou moins favorable à la traversée méditerranéenne, ou bien aussi, c'est-à-dire à la période religieuse qui est reliée au Ramadan. Parce que les périodes de Ramadan sont les périodes où les milices aussi veulent plus ou moins avoir, c'est-à-dire un pouvoir économique afin de pouvoir faire les Ramadans. Et donc, les migrants apparaissent comme, c'est-à-dire le moteur de la matière première, en fait. Voilà. Vous avez utilisé un mot fort tout à l'heure. Vous avez parlé de négrophobie. Oui, négrophobie. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une différence avec le racisme, par exemple? Comment vous je pense que la négrophobie est dans le racisme, en fait. Voilà. C'est-à-dire, la négrophobie, c'est la phobie du nègre. Voilà. La phobie de la peau noire, en fait. Vous voyez un peu. Maintenant, le racisme, c'est encore plus violent que ça. C'est le rejet radical de l'autre. Donc, ce que vous qualifiez aujourd'hui de ce qui se passe en Tunisie, actuellement, c'est de la négrophobie, ce n'est pas du racisme? C'est du racisme, en fait. C'est du racisme, ouais, c'est du racisme. Mais moi, on aurait pu penser qu'on est beaucoup plus proche de la négrophobie que du racisme. Parce que le racisme même peut se produire. On peut être raciste avec quelqu'un qui a une autre couleur de peau. Mais là, on a l'impression que la cible, c'est que les Noirs. Oui, c'est que les Noirs, effectivement. Mais moi, je vois plus derrière ça, c'est-à-dire une stratégie de la politique migratoire, mise plus ou moins en place par l'Union européenne, qui presse les États maghrébins afin de pouvoir respecter l'engagement, la protection des frontières. Vous voyez un peu. Et donc, je pense que dans cette période d'été-là, les migrants ont eu tendance à exploiter ce moment-là pour pouvoir traverser. Là, la mer est calme et tout, le monde peut traverser. Et donc, comme, c'est-à-dire ces pays européens, surtout l'Italie, connaissent ces cycles de traversée, ils vont, à ces moments-là, mettre la pression sur ces États-là. Comme on le sait, depuis 2011 jusqu'à maintenant, la Tunisie a reçu 40 millions d'euros, je pense. Voilà, 40 millions d'euros pour pouvoir surveiller les frontières européennes. Vous voyez un peu. Et donc, ils doivent justifier ces investissements-là. Et donc, on va voir aussi que le gouvernement tunisien, qui a un mal aussi plus ou moins de popularité parce qu'il a commencé à plus ou moins emprisonner ses opposants,
va aussi puiser à travers ça des réponses. C'est-à-dire, en même temps qu'il applique le racisme, qui est la solution, le racisme va plus permettre de pousser la population à pouvoir, c'est-à-dire appliquer la politique migratoire qu'il est dans l'incapacité de le faire, et puis en même temps résoudre le problème de la popularité où il arrache, c'est-à-dire cette popularité aux mains des extrémistes locaux. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Alors, voilà. Comment jugez-vous les réponses apportées par les gouvernements subsahariens à cette situation vécue par leurs ressortissants? Oui, parce que les réponses sont très faibles, timides. Vous voyez un peu. C'est comme un peu, on peut prendre l'exemple banal d'une mère de famille qui a ses enfants et qui a ses enfants qui sortent de la maison et qui voit son enfant se fait toujours battre par son voisin. Et la mère ne réagit pas, non, on laisse. Et puis, à un moment donné, c'est-à-dire, l'effet de contagion va faire que le voisin même puisse arriver chez toi à la maison pour continuer le même processus. C'est ça, en fait. Parce que les relations internationales sont basées sur les lois de réciprocité aussi. Vous voyez un peu, on voit un peu comment les États-Unis se comportent, même la France aussi, lorsqu'on kidnappe les ressortissants. Vous voyez un peu. Mais nous, les Africains, on peut faire ce qu'on veut de nous et ça dévalorise notre identité. Ça veut dire que quand on voyage, on est à l'aéroport, dès que tu es noir, tu as tous les problèmes. Parce que nos États sont inexistants. Voilà. Mais vous, à leur place, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez dirigeant, alors dans l'absolu, vous étiez dirigeant, vous parlez de réciprocité, quel acte fort allez-vous poser pour donner l'équilibre en fait, de cette situation? Je pense que la réponse à ça, c'est l'économie en fait. C'est-à-dire qu'on doit plus se porter sur l'économie. C'est vrai que la réponse, ce n'est pas forcément de pouvoir retourner les ressortissants de ces pays qui sont ici. Parce qu'il y a plein qui sont nés ici, qui sont ivoirisés, qui sont des Ivoiriens. Moi, je pense qu'à la dimension économique, il y a plein d'entreprises tunisiennes qui ont eu à contractualiser avec l'État. Il suffit seulement que, c'est-à-dire, par exemple, les chantiers qui étaient promis auparavant, on ne les donne plus. L'accès au marché public devrait être fermé aux entreprises tunisiennes. Et puis, il faut que ça soit une transversale, c'est-à-dire dans tous les pays subsahariens, du Sénégal jusqu'en bas. Et si on le fait, je pense qu'ils vont comprendre aussi. Voilà. C'est tout, ce n'est pas forcément rentrer dans la dimension raciste. Oui, maintenant, pour aller en amont quand même de cette situation, c'est le traitement aux causes de ces exils ou de ces exodes vers le Maghreb. Pourquoi les jeunes partent-ils? Est-ce que vous estimez aussi que nos régimes, nos gouvernements d'Afrique subsaharienne apportent les solutions à cette jeunesse qui se sent abandonnés et qui cherchent peut-être un autre ailleurs? Oui, je pense que ça, excusez-moi du thème, mais c'est un faux problème. Parce que les Américains, il y a tout chez eux, mais ils vont ailleurs. Voilà, ils vont ailleurs. Ils ne finissent pas dans l'Atlantique. Il y a une richesse culturelle que chacun cherche à avoir, en fait. C'est-à-dire qu'on veut connaître l'autre, l'ailleurs. Ce n'est pas forcément l'argent. Ah, vous pensez qu'ils sont motivés par la découverte du monde? Effectivement. Vous pensez vraiment? Il y a une partie, en tout cas, qui est motivée par cette découverte, cet enrichissement culturel. Maintenant, il y a d'autres aussi, la plupart aussi. Moi, je ne crois pas trop. Vont aussi pour l'économie. Finir dans la Méditerranée pour découvrir l'autre culture, je ne pense pas. Je pense que c'est des motivations économiques. Mais je pense qu'il y a plein qui se retrouvent en France et puis à la fin, ils n'ont rien, mais ils sont là-bas. Ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent être là-bas, mais c'est parce que le monde différent qu'ils ont, ils préfèrent le prolonger à l'intérieur que de revenir au pays, rentrer dans mais il y a un substrat économique quand même. Oui, effectivement, mais ce n'est pas seulement ça. C'est vrai qu'au début, il n'y a pas cette motivation, mais après, les gens voient que le monde est différent. Et ils sont plongés dans cette différence. Parce que cette différence crée même la richesse intérieure, donc psychologique. Voilà. Aujourd'hui, pour ceux qui sont revenus, par exemple, les 500 qui sont revenus, est-ce que pour vous qui êtes sociologue, vous pensez qu'il y en a qui vont encore tenter de repartir après ce qu'ils ont subi? L'État ne produit pas, l'État, même la société ne produit pas de réponses adéquates. Mais ils vont retourner, mais pas peut-être dans le même pays maintenant. Est-ce que finalement, ça ne répond pas à sa question qui dit que c'est parce que ça ne va pas qu'ils s'en vont? Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre ce que vous venez de dire et ce qui vient d'être dit maintenant? En fait, c'est la même chose. Bon, je ne sais pas comment je l'expliquer, mais effectivement, c'est-à-dire, lorsque je parle de la réponse, c'est-à-dire la réponse où on a une profession et tout ça, et la profession qu'on a peut nous projeter à faire ce qu'on le veut, c'est-à-dire à voyager, à rechercher cette richesse culturelle qu'on avait manqué au départ.
Donc, ça revient au même. Donc, si les gens ne sont pas insérés professionnellement et tout ça, ils vont encore repartir vers ce tailleur qui donne l'imaginaire de la richesse, en fait. Culturelle, économique, scientifique, tout ce que vous voulez, quoi. Alors, on a beaucoup parlé des subsahariens qui subissent ces violences, mais qu'en est-il de ces minorités ou de cette minorité noire en Tunisie? Dans cette période-là, elle fait quoi? Elle se tait, elle se cache, elle est discrète? La minorité noire? Oui, en Tunisie, oui. Comment est-ce qu'elle est traitée là-bas également? Bon, en fait, le cas tunisien, je ne le maîtrise pas trop, mais tout ce que je sais, c'est que les Noirs des Gabès, ceux qui sont au sud, et ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas insérés dans la société. Dans le tissu social. Ils sont insérés, mais ils n'ont pas les mêmes chances que les autres, en fait, parce que, d'abord, c'est-à-dire, dans les rituels d'enterrement, chacun a son cimetière, d'abord. C'est-à-dire, il y a les cimetières des Noirs, il y a les cimetières des Blancs. Donc aujourd'hui, au Tunisie, il y a la ségrégation encore. Ségrégation jusqu'à la mort. Voilà. Donc, deuxième point, au niveau de la Libye, par exemple, lorsqu'il y a eu le déclenchement de la crise libyenne, on a, c'est-à-dire, un peuple qu'on appelle les Tawarga, qui ne sont pas loin de Misrata, qui est la ville la plus riche de Tripoli. Ces Tawarga-là seront expulsés de leur ville après la chute de Kadhafi, parce qu'ils seront assimilés aux individus qui étaient inféodés au groupe de Kadhafi. Donc, ce sera le seul peuple libyen qui sera délogé de la ville. Ils seront délogés, ils étaient au moins 40 000 à être délogés de la ville, radicalement rasés, et qui vont s'éparpiller dans toute la Libye. Très bien. Alors les amis... Sujet très passionnant. Oui. Hein? Ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est que, est-ce que depuis la sortie du président de la CEDEAO, est-ce qu'on a eu d'autres réactions pour condamner ce qui se passe en Libye, Alain? Non, je pense que c'est en Tunisie, pardon. Oui, en Tunisie. C'est la principale réaction de haut niveau qu'on a enregistrée avec le déplacement du président de la CEDEAO dans ce pays. L'Union africaine a fait une déclaration de principe et puis nos États se sont contentés de rapatrier leurs ressortissants. Mais il n'y a pas eu un acte diplomatique fort, voilà, comme on le rappelle de nos ambassadeurs dans ces pays-là ou des chargés d'affaires. Parce qu'en diplomatie, cela a un sens. Voilà. C'est vrai que l'État, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, a manifesté sa solidarité, son indignation en affrétant des vols spéciaux, mais je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Mesures diplomatiques, sanctions économiques, qui ne doit pas être le propre de l'Union européenne vis-à-vis de certains pays. Effectivement, je soutiens ça. Je soutiens vraiment ça parce que, c'est-à-dire plus l'État absent, plus le corps noir aussi est valorisé. Bien sûr. Simplement. Donc vous évoquez une question qui peut être assez intéressante. C'est que ces personnes qu'on a rapatriées, on se demande si la situation, et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite, si la situation devient beaucoup plus calme, est-ce que ces personnes ne vont pas chercher à retourner, parce qu'il y en a qui avaient de la vie. Non, au-delà même de ceux même qui avaient de la vie là-bas, je pense que le sociologue le disait tantôt, il y a des gens qui eux-mêmes, ils ne se sentent pas à l'aise chez eux. Il faut qu'ils sortent à tout moment. Donc, ils viennent... Non, mais on suppose qu'après l'expérience... Oui, après l'expérience... Parce qu'il y a des choses également, je veux dire, Alain parlait tout à l'heure, oui, mais Alain évoquait, vous savez, c'est un peu comme un pays que vous n'avez jamais connu. Il y a de nombreuses personnes qui sont parties en France parce qu'elles imaginaient des choses et la réalité vous fait dire, bon, écoute, j'aurais mieux fait d'être chez moi. Est-ce que tu sais combien de fois des gens ont tenté de traverser la Méditerranée, ils ont vu des gens mourir, ils ont été sauvés, mais ils sont revenus encore, ils ont retenté la même expérience. Malgré qu'il sait qu'il va mourir. Qu'il peut mourir, pardon. Comment on peut expliquer ça? Donc, comment tu expliques cela? Donc, c'est pour dire qu'il vient, il y a un avion, mon État a prêté un avion, je vais me mettre en sécurité, mais quand ça se calme, je repars. Je pense que c'est souvent, même ces personnes ont aussi une activité génératrice de revenus en Côte d'Ivoire, mais ils tentent quand même d'aller vers l'Eldorado. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on est dans son pays, il y a une pression sociale, pression parentale, familiale et tout ça. Et il y a des jobs qu'on ne peut pas faire ici. Parce qu'il y a cette honte sociale-là. Mais justement, est-ce que là, ce n'est pas un travail qu'il faut faire? Parce que vous ne faites pas ce travail-là chez vous que vous le faites ailleurs. Mais à quoi ça sert finalement? Je ne sais même pas ce que je veux dire. Donc vous êtes d'accord avec moi sur la dimension économique? Oui. C'est la motivation principale. La première motivation, ça c'est la première motivation. Et puis sur le terrain, il y a d'autres motivations qui se posent. En fait, au-delà de la honte, par exemple, en Côte d'Ivoire, personne ne va accepter de faire la plonge ou alors de nettoyer les surfaces, techniciens de surface, etc. Alors qu'en France, ils le font bien. Parce qu'ici, c'est mal payé. Et là-bas, c'est bien rémunéré.
En tout cas, ça te permet de vivre décemment. Il faut nuancer quand même, parce que quand on dit en Europe ou aux États-Unis, c'est bien payé, mais pour ceux qui ont vécu en Europe, mais quand tu donnes cet argent, quand tu enlèves les impôts, les taxes, finalement, le niveau de vie est pratiquement le même. Hein? En fait, franchement, je vais renforcer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de mirage? Il y a des allocations qui te permettent en fait de pouvoir vivre décemment. Oui, quand tu es dans la légalité, Isabelle. Oui, quand tu es dans la légalité. Mais quand tu es dans l'illégalité totale, que tu travailles au noir, même si on te donne 100 € par jour, ma chérie, à un moment donné, tu vas payer les taxes, tu vas payer ceci. Non, mais il y a toujours des ONG, il y a toujours des gens qui viennent en aide. Il y a toujours des allocations. Pas toujours. Moi, je pense que l'idée aujourd'hui, en fait, c'est d'inciter nos frères à rester au pays. L'Eldorado, c'est ici, ce n'est pas forcément là-bas. Oui, mais pour cela, il faut créer les conditions et puis il faut surtout beaucoup de formation et d'éducation, de sensibilisation pour qu'on puisse effectivement considérer notre pays comme un Eldorado. Bon, je pense qu'on doit créer les conditions politiques, conditions économiques et sociales. Si on vit dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, où la démocratie n'est que de façade, comme dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, où la jeunesse a envie de vivre sans restriction, elle sera condamnée à aller se fracasser contre les vagues de la Méditerranée. Donc, je vais dire, c'est un écosystème qui permettra de vaincre cette migration vers le nord, parce qu'effectivement, nous avons tout chez nous ici. Quand on prend des vols vers l'Afrique, on voit un peu le profil des personnes qui sont sur les vols. Essentiellement des personnes, je pense, de type eurasien, et qui viennent vers l'Afrique. Voilà. Et nous autres partons de l'autre côté. Donc, à un moment donné, il faut expliquer à cette jeunesse, on parlait tout à l'heure des 260 milliards pour la jeunesse pour cette année, je pense qu'il y aura peut-être une partie qui va être destinée à soutenir notamment ceux qui sont rentrés de Tunisie, les obliger à rester. Ne pas recevoir les fonds et partir après, comme ils l'ont fait dans les années 90 avec les fonds jeunes du président Bédier, où beaucoup de jeunes ont été financés par l'État, mais ont pris les fonds pour se retrouver en Angleterre, en Suède, etc. Donc il faut cette volonté-là soit vraiment manifeste de rester ici pour bâtir la Côte d'Ivoire ensemble. Docteur, qui vont terminer avec une vision. Comment vous entrevoyez les 3, les 5 prochaines années dans le Maghreb, surtout à propos de la situation de nos frères? Oui, je pense que j'ai choisi ce sujet-là parce que je sais que ça sera un phénomène qui va s'étendre sur 50 à 100 ans même, parce que la démographie africaine est en pleine explosion. Oui, effectivement, on va passer jusqu'à 1 milliard, c'est-à-dire subsaharien seulement, à 1 milliard d'ici 2050. Et 1 milliard là, est-ce que les États pourront digérer tout cela? Je ne sais pas. Et donc, la Méditerranée encore sera le passage, c'est clair, quoi. Et donc, ce phénomène, je pense que ce phénomène est encore mineur. Si on y prend garde. Oui, si on y prend garde, s'il n'y a pas de solution, en fait. S'il n'y a pas de développement économique. Si on est toujours dans ce même système actuel-là. Oui, c'est ça. Mais voilà, s'il n'y a pas d'évolution économique, s'il n'y a pas d'industrialisation pour créer des emplois, parce que les jeunes ne veulent pas aller travailler la terre, ils veulent peut-être travailler dans des usines, ils sont formés, etc. Ben, il faut effectivement réfléchir à ce qui va se passer dans 15-20 ans. Préciser sur les influenceurs, en fait. La question de la valorisation du métier. Les influenceurs dévalorisent c'est un métier. C'est vrai. Effectivement, on voit un peu les influenceurs ce qu'ils disent. Non, tu as ce gars-là qui a tout les plongeurs. Et ces mêmes métiers sont valorisés là où ils sont. Vous voyez un peu. Donc, les gens vont aller chercher ce métier valorisé là où il est, afin de pouvoir être intégré dans la société. Il y a même une chanson, quand ça ne va pas, elle cherche à faire la série, c'est-à-dire la couture, la coiffure, etc. Donc en fait, c'est quand ça ne va pas, on te dit, il faut aller faire ça pour te débrouiller, pour t'en sortir. Donc c'est considéré en fait comme des métiers un peu, excusez-moi du terme, mais déchets en fait. Ça. Voilà. Docteur Franck Donald Kehi, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On aura d'autres occasions de vous avoir sur notre plateau. Merci Daouda. Merci Alain Toussaint. Merci Isabelle Bogor. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Nous vous donnons rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire.